Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi Nono Akua Boni II. La reine du royaume baoulé est allée exprimer sa gratitude au chef de l'État pour son rôle prépondérant lors des obsèques du 13e roi des Baoulés, Nono Kwaku Anouli. La campagne électorale pourra reprendre son cours dans le village de Anono. Le préfet du district d'Abidjan était mardi sur les lieux pour rencontrer les populations du dit village qui, en colère, suite à un litige foncier, avaient interdit le déroulement de la campagne dans le village. Au Cameroun, à quelques jours seulement de la présidentielle, le soutien de la star camerounaise du football Samuel Eto'o au président sortant Paul Biya crée des remous au sein de la population. Je vous le disais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi 4 octobre au palais de la présidence de la République Sa Majesté Nono Akua Boni II, reine du royaume baoulé, accompagnée de tous les chefs de canton du pays baoulé. Et cette audience a été sollicitée par la reine Nono Akua Boni II en vue de traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple baoulé pour la part prépondérante qu'il a prise donc lors de l'organisation des obsèques du 13e roi des Baoulés, Sa Majesté Nono Kwaku Anouli. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour la circonstance, était accompagné. Il avait donc à ses côtés le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Dagri Diabaté, les ministres des Affaires étrangères Marcel Montano, de la Culture Maurice Kwaku Bandama et du Transport Amadou Koné. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lui, a pris part mercredi à la célébration du jour de l'unité allemande, la fête nationale du pays. Et bien à l'occasion, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont réaffirmé leur volonté de nouer un partenariat fort. C'est ce que nous disent Soro Wodiontele et Awa Atouré. La fête nationale allemande, encore appelée Jour de l'unité, est célébrée depuis 1990, le 3 octobre, date anniversaire de la réunification de l'Allemagne après plus de 40 ans de séparation. Un jour historique commémoré à Abidjan, à la résidence d'Allemagne, sous le signe du renforcement de la coopération ivoiro-allemande. La réunification a servi à fortifier l'Allemagne. Elle a profité aux citoyens de l'Est comme citoyens de l'Ouest et nous a mis nous fourni une nouvelle base de coopération avec le monde, donc avec Côte d'Ivoire aussi. Nous sommes fiers de cette réunification de l'Allemagne. C'est un exemple pour nous les Ivoiriens. Deux pays qui ont été divisés pendant de très longues années avec des différends beaucoup plus importants que ceux que la Côte d'Ivoire a connus. Donc c'est un exemple à suivre pour notre pays. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pour sa part relevé l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. On a une coopération avec l'Allemagne qui est très importante. On a, je crois, 545 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux. C'est un pays qui est dynamique et le président a visité l'Allemagne 2 fois en visite officielle. Et je pense que les choses vont continuer. C'est une coopération qui se renforce. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne s'articule principalement autour des secteurs de l'électrification rurale, des énergies renouvelables et agroalimentaires. On poursuit en image avec ce drame survenu cet après-midi, ce jeudi 4 octobre 2018 donc, aux environs de 15 heures. Un véhicule de type fourgonnette de couleur blanche avec à bord 2 personnes roulant dans le sens Plateau-Trècheville à l'amorce du pont général de Gaulle a chuté dans la lagune Ébrié. Les services opérationnels compétents, à savoir les sapeurs-pompiers militaires, la Marine nationale et la Direction générale des
les affaires maritimes et portuaires ont aussitôt entrepris des opérations de recherche et de secours sur les lieux avec 3 embarcations. En attendant de connaître les circonstances exactes de l'accident, les recherches se poursuivent pour repérer donc le véhicule et ses occupants. Les opérations sont sécurisées par les services de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Des recherches sont également en cours pour connaître l'identité du propriétaire du véhicule ainsi que les informations utiles y afférentes. Notez qu'au nom du gouvernement, le ministre des Transports appelle la population au calme et à la sérénité. On poursuit avec cette autre information. La campagne électorale pourra reprendre son cours dans le village de Anono. Le préfet du district d'Abidjan était sur le lieu ce mardi pour donc rencontrer les populations du dit village. Notez que suite aux affrontements relatifs à un litige foncier, eh bien, les villageois en colère avaient interdit le déroulement de la campagne dans le dit village. Explication Christian Dago et Salimatou Dia. 11h, ce mercredi 3 octobre, le préfet d'Abidjan arrive à la chefferie d'Anono village. Cette visite intervient suite aux échauffourées de la veille entre villageois et les éléments de la gendarmerie nationale. Le préfet Vincent Toby Irié est là pour apaiser les esprits. Il s'est entretenu avec la notabilité du village pendant plus d'1 heure sur le conflit foncier opposant les autochtones à Tiemoke Oyade Koulibaly, se réclamant propriétaire de 5 hectares de terrain dans le village d'Anono. Le préfet du district d'Abidjan a demandé aux populations de laisser la justice ivoirienne trancher ce litige. Il promet de prendre des dispositions sur le plan administratif pour la résolution du conflit. Vous savez le fonctionnement de la République, les cours et tribunaux traitent des dossiers. Et il n'y a pas d'interférence dans le travail de la justice. Et donc les dossiers sont en cours de traitement au niveau de la justice et les décisions ont été rendues. Des actions aussi ont été entreprises du côté de la chefferie. Nous demandons que sur la partie administrative, sur la partie qui concerne nos compétences, il y ait un début de discussion qui est un compromis pour maintenir le calme malgré cette situation. Nous sommes en période de campagne électorale. Il n'est pas bon que des candidats n'aient pas accès à certains territoires, à certaines circonscriptions, en raison d'une crise locale. Après la rencontre avec le préfet, il pense qu'il y a eu beaucoup de points de satisfaction. On s'est compris, on est tombé d'accord sur certains points. Mais l'avenir aussi nous dira le reste. Mais en même temps, on appelle toute la population du village d'Anono à avoir raison gardée parce que nous sommes sur ce dossier. On ouvre les portes d'Anono à tous les candidats de mener véritablement leurs activités au niveau même des campagnes électorales. Ce conflit foncier qui a fait 12 blessés dure depuis 20 ans. Et on poursuit avec ce communiqué émanant de la CEI. La Commission électorale indépendante constate que depuis l'ouverture le 28 septembre 2018 de la campagne électorale pour les élections régionales et municipales couplées du 13 octobre prochain, aucun incident majeur n'a été signalé. Elle note toutefois quelques incidents mineurs isolés du reste dans certaines circonscriptions, notamment des actes de vandalisme contre les affiches de candidats. Aussi, la Commission électorale indépendante rappelle aux populations que tous les candidats sont libres de battre campagne dans le respect des dispositions légales en vigueur dans notre pays. Elle en appelle donc au sens de responsabilité et au civisme des populations, des candidats et de leur état-major et les invite à s'abstenir de tout acte contraire aux valeurs de la démocratie et de nature à faire peser les menaces sur la paix en cette période électorale. Elle voudrait rappeler enfin que toutes les dispositions ont été prises pour assurer des élections équitables, apaisées et sécurisées partout sur le territoire national. Signature de partenariat entre le groupe Fraternité Matin et la bibliothèque de livres numériques en streaming au service des éditeurs francophones YouScribe. On en parle à présent avec Rosemonde Kini et Godefroy Okombawa. Éditeurs, auteurs, lecteurs et journalistes ont assisté à une signature de partenariat entre Fraternité Matin et YouScribe. Un partenariat qui permet au groupe Fraternité Matin d'être en phase avec l'évolution technologique et les nouvelles habitudes de consommation.
Nous aussi, dans la presse, c'est pareil. On veut arriver à un niveau où, à partir du téléphone, on puisse avoir accès au maximum d'informations, que ce soit à travers les différents supports. Et je pense que tout le monde est informé avec les chiffres qu'on a du CNP. Donc forcément, cette transition est en train de se mettre en place. Et je pense qu'on tient effectivement le bon bout avec ce qui s'est passé aujourd'hui. YouScribe est une bibliothèque de livres numériques en streaming au service des éditeurs. On peut donc désormais y retrouver tous les ouvrages de Fraternité Matin. Pour y accéder, il faut télécharger l'application mobile YouScribe ou encore s'inscrire sur le site www.youscribe.com. Nous, on a une relation avec un éditeur qui nous donne un livre ou des livres à disposition, mais on n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Notre rôle, c'est d'assurer la plus grande diffusion possible. Aujourd'hui, YouScribe propose 1 million de références en ligne, dont 200 000 livres. Le reste étant constitué de journaux et de documents divers. Tout le monde peut publier sur YouScribe, y compris des thèses ou des mémoires, à condition d'en être l'auteur. Et avec Ahmed Traoré et Jean-Jacques Kwame Alla, on évoque à présent cette signature de convention pour la construction d'une centrale solaire. 24,1 milliards de francs CFA, c'est le prêt qu'octroie la Banque de développement allemande à l'État pour la construction à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, d'une nouvelle centrale solaire d'une capacité de 37,5 MW. L'Union européenne participe à la réalisation de cette structure à hauteur d'un don d'environ 7 milliards de francs, puis une contrepartie de l'État en complément au financement des partenaires. La Côte d'Ivoire est un pays où le besoin d'électricité va tripler. Aujourd'hui, on est à 2000 MW et en 2030, on a besoin de 6000 MW. C'est énorme. Et donc, encore un défi en plus, pas seulement que vous vous êtes engagé à avoir 42% en électricité renouvelable, mais en plus, il faut tripler les besoins. Donc, ce que vous faites actuellement s'inscrit parfaitement avec ce que veut faire aussi l'Union européenne. Il convient de relever que ce financement est octroyé à des conditions très assouplies, avec une part de dons et une part de prêts concessionnels. Je voudrais donc réitérer mes remerciements à la fois au gouvernement allemand à travers la banque KfW et à l'Union européenne pour cet appui important en faveur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Kone salue le retour de la Banque de développement allemande en Côte d'Ivoire après 10 années de délocalisation. Cette centrale d'énergie solaire va produire de l'électricité pour 30 000 foyers et donner de l'emploi à 300 personnes. Ce projet, destiné à combler le besoin en énergie des localités concernées, participe à la politique de mix énergétique du gouvernement qui vise à obtenir une part des énergies renouvelables à hauteur de 42% dans la production nationale d'énergie à l'horizon 2020. Bientôt une taxe carbone en Côte d'Ivoire. Et pour en savoir plus sur cette innovation, suivons le reportage de Grace Kando. La taxe carbone consiste à prélever des frais de 5 à 10% sur tous les produits potentiellement polluants, carburant, électroménager. Les secteurs concernés sont donc l'énergie, le transport et la foresterie. Ce projet, dénommé Initiative Taxe Carbone en Côte d'Ivoire, entrera dans sa phase active à partir de 2020. Percevoir la taxe carbone comme un outil de gouvernance vers des technologies propres et d'encouragement de nos industries à l'utilisation de l'énergie renouvelable. La taxe carbone contribuera à réduire les dommages sur la santé causés par la pollution atmosphérique. Instaurer une taxe carbone qui, en même temps qu'elle permet de renflouer les caisses de l'État, ne bride pas l'évolution de la création de richesses. De notre point de vue, au niveau du secrétariat d'État au budget, nous sommes extrêmement intéressés par les conclusions qui sortiront de ce dialogue, parce qu'elles devraient nous permettre de définir la fiscalité à mettre en place en matière environnementale pour les 5 ou 10 années à venir. Pour la mise en œuvre de ce projet, la Côte d'Ivoire bénéficie déjà de l'appui financier de la Banque mondiale. La structure a fait don de 250 millions de francs CFA pour accompagner cette initiative. La Côte d'Ivoire est déjà un leader
en matière de politique climatique et en s'intéressant à la tarification du carbone, elle devient pionnière dans ce domaine dans la sous-région. Le rôle de la Côte d'Ivoire est donc crucial pour attirer d'autres pays africains. La taxe carbone vise la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Elle s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP21 à Paris. Elle participe de la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Voilà les explications de Grace Kando. L'opération de recensement des personnes en situation d'apatridie, lancée donc depuis quelques temps maintenant en Côte d'Ivoire, se poursuit. Plus de 90 agents enquêteurs sont déployés à travers donc, le pays pour mener des opérations d'identification des ménages affectés par le phénomène de l'apatridie. Le projet a pour but d'actualiser des données statistiques pour l'élaboration d'une cartographie. Et bien noté que le lundi 1er octobre dernier, une mission s'est rendue à Boisflé, c'est dans la région de la Maraoué, et cela pour s'enquérir du bon déroulement de la dite opération. Olivier Iriebi et Sidonie Davila pour en parler. Dresser le profil des personnes apatrides ou à risque d'apatridie en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de l'opération de cartographie lancée par l'INS et le HCR. Cette opération d'établissement, voire de mise à jour des données statistiques, vise également à identifier les zones et les groupes de population affectés par le phénomène de l'apatridie. Ce sont plus de 90 agents qui sont actuellement déployés sur le terrain pour mener l'enquête auprès de 9000 ménages. À Boisflé, l'opération de recensement est menée auprès de 20 familles. L'apatridie est un phénomène assez important en Côte d'Ivoire, parce qu'on estime à près de 700 000 personnes le nombre de personnes qui sont à risque d'apatridie ou qui sont apatrides. Donc il est important pour nous, pour des raisons de planification, pour des raisons de démographie, pour savoir exactement à qui nous avons affaire et où est-ce qu'elle se situe. Pour la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme qui était dans la Maraoué pour s'enquérir du bon déroulement de l'opération, celle-ci va permettre de mieux comprendre le phénomène de l'apatridie et prendre des dispositions adéquates pour son éradication. Nous avons vu l'enquête, comment ça se passe concrètement. C'est des questions de savoir dans le ménage combien de personnes qui sont dans le ménage, en plus du chef de famille, des enfants, la femme, et puis voir quelles personnes qui ont des pièces d'identité, c'est-à-dire qui ont des extraits de naissance, ou si elles n'ont pas d'extrait, pourquoi ces personnes n'ont pas d'extrait. Il est important de savoir tous ces éléments-là pour voir quelles sont les mesures, quelles sont les stratégies qu'il faut prendre pour continuer cette lutte contre l'apatridie. L'opération de cartographie des personnes apatrides et à risque d'apatridie en Côte d'Ivoire, une première en Afrique, va durer 2 mois. Les résultats sont attendus avant fin novembre prochain. À Boaké, la Fondation Sacré-Cœur apporte sa contribution à la résolution de l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Cette organisation a permis à 400 jeunes de se former aux techniques et stratégies entrepreneuriales. C'est avec Ange Kouakou et Soro Corona qu'on en parle. La question de l'emploi des jeunes demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Plusieurs initiatives sont prises pour trouver une solution à cette épineuse question. L'entrepreneuriat où l'emploi des jeunes figure en bonne place des alternatives. À Boaké, les lignes bougent dans le domaine de l'emploi des jeunes. Plus de 400 jeunes ont participé à la journée de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune. Cette journée est organisée par la Fondation Sacré-Cœur. La présidente de cette fondation exhorte les jeunes à une prise de conscience et surtout à faire confiance à leur potentiel. L'idée, c'est de contribuer à assurer le bien-être des populations les plus fragiles. Et donc la formation, la journée d'emploi jeune d'aujourd'hui s'inscrit vraiment dans nos priorités parce que nous avons perçu que la jeunesse de plus en plus est oisive, elle se sent abandonnée et non prise en charge. Formation entrepreneuriale, accès au financement et stratégie de l'insertion socio-professionnelle étaient au menu de cette journée dédiée à l'emploi des jeunes. Assaouré Jacques a invité les jeunes à avoir la culture entrepreneuriale. On a conscience que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Donc il y a lieu que les jeunes eux-mêmes prennent conscience qu'il faut une reconversion des mentalités et que chacun à son niveau puisse développer l'esprit d'entrepreneuriat. Cette initiative de la Fondation Sacré-Cœur est saluée par les responsables des jeunes. Dire aux parents, aux cadres que la jeunesse est là, la jeunesse a des besoins. Il faut qu'ensemble, et avec les jeunes et avec les cadres,
qu'on puisse trouver leurs solutions. Depuis 2012, les autorités ivoiriennes multiplient les initiatives visant à créer des emplois afin de venir à bout du problème du chômage des jeunes qui se pose avec acuité dans le pays. La 3e édition de l'African Rating Awards aura lieu du 3 au 5 octobre. Cela à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. L'événement se tient donc en ce moment. Notez que l'objectif est de valoriser et accompagner les initiatives innovantes de la jeunesse. On en parle avec Sephora Zegui et Hugues Hervé-Blé. Pendant 3 jours, 28 porteurs de projets défendent leur business model devant un parterre d'investisseurs, chefs d'entreprise et experts. C'est à l'occasion de l'African Rating Award, dénicheur de solutions pour l'Afrique, une plateforme qui ambitionne de valoriser et accompagner les initiatives innovantes des jeunes Africains. Fil conducteur de cette 4e édition, l'Afrique, futur royaume de l'innovation. Les jeunes entrepreneurs africains ont un talent immense. Ils sont porteurs d'initiatives rafraîchissantes, brillantes, innovantes. Et le concept du Lab, c'est justement de mettre autour de la table tous ces acteurs qui sont porteurs d'espoir, porteurs d'initiatives, et de les présenter au secteur privé, au secteur public, afin justement de consolider leur développement et d'aider ces jeunes à développer leur business. Notre jeunesse doit laisser tomber tous les complexes, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine des services. Il y a de la place. Et donc, à travers de telles initiatives, nous créons les cadres justement pour nous adapter, j'allais dire, au temps. À cette édition, plusieurs startups du continent, soutenues par le Lab, vont se challenger à travers un pitch pour mieux présenter leurs projets. Le Land of African Business, un forum qui intéresse aussi la France, une délégation du Conseil présidentiel pour l'Afrique a effectué le déplacement. Moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est ici en Afrique. Et la France, comme l'Europe et les autres pays du monde, ont beaucoup à apprendre de la jeunesse, des jeunesses africaines. Je suis toujours admirative et honorée de pouvoir parler avec ces jeunes et surtout faire remonter ce qu'ils font au niveau de la présidence française. La clôture du Lab 2018 sera sanctionnée par la remise du prix African Rating Award, ARA, qui honore les meilleures initiatives entrepreneuriales de l'année qui répondent efficacement aux problématiques de l'Afrique. Les pays africains renforcent leur système de défense en matière de cybercriminalité. Ils initient depuis le 1er octobre à Grand-Bassam des exercices pratiques et des ateliers. Notez qu'au-delà des nouvelles connaissances à acquérir en matière donc de défense contre les attaques en ligne, ces exercices vont permettre de renforcer la coopération internationale entre les acteurs. Lancine Bakayoko. Le cyberespace est devenu un environnement de guerre aux côtés des forces terrestres, aériennes et maritimes. Selon les experts, les cyberattaques et autres cybercrimes ne sont plus confinés aux seules économies développées ou à des marchés ciblés tels que le secteur financier. Leur portée est devenue véritablement transversale. Et bien que les pays avancés puissent être plus mûrs pour répondre à telle menace, les économies en développement ou émergentes comme les nôtres représentent toujours des cibles idéales. Il s'agit donc aujourd'hui de minimiser l'impact de cette guerre électronique, d'où le soutien de l'Union internationale des télécommunications pour transférer le savoir-faire et les connaissances au pays. De nombreuses initiatives sont en effet prises actuellement en matière de sécurité et de protection des systèmes. Je pense notamment à la mise en œuvre de l'audit réglementaire, à la certification des systèmes d'information des personnes morales, l'identification, la cartographie et le plan de protection des infrastructures critiques. Des initiatives qui rentrent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité informatique. À défaut de pouvoir garantir une sécurité à toute épreuve contre les attaques malveillantes, il fallait nécessairement développer des fortes capacités de résilience afin d'atténuer au mieux les impacts de ces incidents. En Afrique, ce sont plus de 25 pays qui ont bénéficié de l'appui de la communauté internationale des télécoms pour mettre en place leur équipe nationale de réponse aux incidents. Parmi eux, la Côte d'Ivoire.
Ouverture de la 3e édition du programme de formation aux droits humains. Cela se passe à la CNDH-CI. Notez que pendant 3 mois, les auditeurs vont recevoir un enseignement sur les mécanismes de protection des droits de l'homme. L'objectif est de faire des participants des relais auprès des organisations de la société civile. C'est ce que nous disent Soro Owodjontile et Sidonie Davila. 3e session, programme de formation aux droits de l'homme. Ces auditeurs vont prendre part à un enseignement de 3 mois dès ce jeudi. Cette session s'intéresse à la thématique de la Côte d'Ivoire et les mécanismes de protection des droits de l'homme. L'année 2019 sera l'année de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme. La Côte d'Ivoire passe devant l'EPU, l'examen périodique universel. Notre pays sera examiné. Ensuite, la Côte d'Ivoire va passer devant le comité des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire va passer devant le comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. S'appuyant sur son expérience à l'ONU, le président du comité contre la discrimination raciale, ce formateur algérien, recommande la prise en compte de l'intérêt national dans la gestion de l'État. Le monde est ce qu'il est, il change. L'effectivité des dispositions des droits de l'homme, du point de vue des organes conventionnels, la Côte d'Ivoire, c'est une nation, elle a un État fort du point de vue de sa moralisation. Le programme de formation aux droits de l'homme initié par la CNDH-CI est dispensé par les différents formateurs nationaux et internationaux. Ali Fofana, inscrit à cette 3e session, a lui choisi de se former aux droits des enfants. Je vois plus grand au niveau de mes activités. Avec cette formation de la CNDH-CI, j'ai compris comment saisir par exemple la KDBE, comment faire la promotion de la KDBE, de tous les instruments internationaux de défense des droits des enfants. Tous ivoiriens, cette centaine d'auditeurs, grâce à la CNDH-CI, vont approfondir leurs connaissances générales en droit international des droits de l'homme. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Pérou, au Cameroun et en Guinée. On y va tout de suite avec Laurence Achaud et Sidonie Davila. C'est la fin d'un bras de fer qui dure depuis 1 mois au sein de la plus haute juridiction de la Guinée. Hier, le président guinéen Alpha Condé a confirmé l'éviction de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall, après l'avoir démis de ses fonctions. Alpha Condé et Khalifa Sall étaient en froid depuis décembre 2015. Le haut magistrat avait mis en garde le président guinéen contre une tentative de modification de la Constitution lors de sa prestation de serment du chef de l'État pour un second mandat. Le président sortant, Paul Biya, bénéficie du soutien de la star camerounaise du football, Samuel Eto'o, à quelques jours de la présidentielle. Cette marque de faveur passe mal tant chez certains candidats que chez une bonne partie de la population. À l'instar de Samuel Eto'o, Rigobert Song s'engage aussi à apporter son soutien au candidat sortant Paul Biya. Retour à la case prison pour l'ex-chef d'État âgé de 80 ans, Alberto Fujimori, condamné pour crimes contre l'humanité et corruption. La grâce de l'ancien président péruvien, décidée en décembre 2017 pour des raisons humanitaires, a été annulée par la Cour suprême. L'institution a ordonné son arrestation immédiate malgré les protestations de la famille Fujimori. Pour l'heure, l'ex-chef d'État est hospitalisé. Commentaire de Sidonie Davila qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.